Nous sommes à 48 jours du premier tour des élections cantonales et à 2 semaines du grand débat du 1er mars. Suite de nos entretiens avec les prétendants au Conseil d'État ce soir avec le candidat du Parti du Travail, Alexander Enneline. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi déjà vous voulez siéger au Conseil d'État ? Eh bien, le parti m'a fait l'honneur de me demander de me présenter. Je le fais pour ce en quoi j'ai toujours cru depuis que je suis engagé au Parti du Travail, à cause de notre parti qui est de lutte pour la justice sociale et pour changer la société. On veut aussi mener à l'exécutif. Alors, vous êtes doctorant en philosophie médiévale. L'université est au cœur des débats ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Oui. Qu'est-ce que vous feriez pour l'université si vous étiez élu ? Eh bien, l'université, sans doute autre chose. Je ne sais pas à quel dossier vous faites référence en particulier. Il y a par exemple des polémiques. Certains clament que l'université est devenue un repère d'extrême gauche. Est-ce que vous partagez ces critiques ? Alors ça, c'est totalement exagéré et monté en épingle de façon démagogique. Enfin, il y a une attaque contre ce syndicat étudiant, la CEAE. Alors on peut contester certaines de leurs modes d'action ou certaines de leurs positions. Disons, idéologiquement, je ne me retrouve pas tout à fait sur la même analyse que les différentes incarnations successives de ce syndicat, mais il fait un travail indispensable de défense des étudiants, de leurs conditions matérielles, au niveau administratif face au rectorat. Et ces quelques perturbations de conférences qu'il y a eu, l'action d'ailleurs ratée d'entartage, le communiqué qui a suivi, bon, disons... Justement, vous la condamnez, cette action d'entartage, cette tentative d'entartage de Céline Amauderu, une élue ? Disons, j'approuve pas vraiment ce mode d'action. D'ailleurs, c'est tout à fait contre-productif et la polémique que ça a déclenché. Mais alors, les réactions sont tout à fait exagérées. Il faut quand même comparer ce qui est comparable. Là, récemment, on parle de la police qui a tabassé un journaliste, photographe de la Tribune de Genève, il a arraché sa carte de presse. Enfin, on s'attendrait à voir ce genre de scène, que sais-je, en Russie, en Turquie, pas à Genève, qui a tabassé un député de la République. Et l'UDC propose l'immunité pour les policiers, c'est-à-dire la remise en cause de l'état de droit. Donc entre une tarte à la crème et puis ce type d'immunité pour la police, enfin, c'est assez clair quel est le danger pour les libertés publiques. Je vous propose de parler de votre programme. Parmi les mesures fortes, la réduction du temps de travail à 32 heures sans toucher au salaire, évidemment. Est-ce que c'est une mesure crédible ? Eh bien, oui. D'ailleurs, il y a des pays où on travaille moins qu'en Suisse, dans des pays scandinaves, dans d'autres pays d'Europe. Et enfin, disons, la semaine de 40 heures, c'était une revendication de la deuxième internationale, encore au 19e siècle, la semaine de 40 heures, à une époque où la productivité était beaucoup moindre, où l'informatique n'existait pas, où l'électricité n'était pas encore utilisée. Avec les gains de productivité depuis, ça serait quand même logique qu'on ne travaille pas autant qu'au 19e siècle ou au 20e. Et enfin, ce serait important de travailler moins pour travailler toutes et tous. Et aussi par rapport... écologiques, disons, on ne peut pas clairement continuer à utiliser autant de ressources qu'on le fait maintenant. Et il faut réduire certaines activités pour ça réduire le temps de travail, pour le redistribuer. Vous proposez aussi un revenu cantonal d'existence. Alors c'est comme le revenu de base inconditionnel que les Suisses avaient refusé en 2016. C'est pas vraiment ça. En fait, c'est un revenu garanti. Déjà, c'est pas un revenu de base, c'est pas un revenu qui est distribué à tout le monde, qu'on ait un revenu ou pas. C'est un... On dit donc c'est un revenu qui devrait, pour ceux qui n'en ont pas d'autres. En fait, il y a actuellement à l'hospice général, les minima sociaux ne sont pas indexés depuis 20 ans, je crois. Donc, ils ne correspondent pas du tout au coût de la vie à Genève. On ne peut pas vivre avec ces montants. En plus, il y a des barèmes différents pour les étrangers. Pour certaines situations où les barèmes sont encore plus bas. Enfin, on estime que des personnes ont des besoins vitaux plus bas que d'autres, ce qui est assez aberrant. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est remonter tous ces minima au minimum sur l'équivalent des prestations complémentaires cantonales. C'est-à-dire 3 800 francs par mois, qui serait encore insuffisant pour vivre dignement à Genève, mais ce serait un énorme progrès. Et évidemment, on veut que l'hospice soit géré d'une façon beaucoup moins bureaucratique et beaucoup moins répressif et humiliant envers les bénéficiaires. Il y a toute une série de lois de plus en plus répressives où finalement on les traite comme des gens qui quémandent, qui vivent au crochet de la société, alors que ça devrait être un droit. Et effectivement, on veut revenir sur ça, que ce soit vraiment un droit et pas de la charité conditionnée, surveillée, fliquée, etc. Vous voulez réduire le temps de travail, vous voulez améliorer les revenus pour ceux qui ne travaillent pas, de rendre plus favorable le fait de ne pas travailler. Est-ce que le but à long terme pour vous, Parti du travail, c'est de ne plus travailler ? Alors non, le travail restera toujours un impératif. Disons, notre idéal, c'est une société où le travail est à la fois un droit et disons, une façon naturelle d'exprimer sa créativité et de contribuer à la société en travaillant moins, en travaillant de façon constructive, productive, socialement utile. Vous voulez aussi... sur un plan démocratique, augmenter le droit de vote à toutes et tous.
concrètement, dès 16 ans, pour tous les étrangers, comment ça se passe? Comment vous voyez les choses? Bien, actuellement, à Genève, on a un corps électoral, un peuple citoyen qui représente à peu près la moitié de la population du canton, ce qui est quand même restrictif, pas représentatif des réalités. Et parmi tous les gens qui ne peuvent pas voter, il y a des gens donc, qui habitent depuis plus de 8 ans, enfin beaucoup plus de 8 ans, qui sont parfaitement intégrés, qui contribuent à la vie de la société, qui payent leurs impôts, souvent qui ont aussi une activité associative, militante, ouais, mais qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et il faut savoir que parmi les travailleuses et travailleurs, parmi les classes populaires, c'est des gens, les étrangers sont surreprésentés. Par contre, parmi la bourgeoisie, c'est les Suisses qui sont surreprésentés. Donc il y a une vraie question de classe, à notre avis. Ça, c'est pour les étrangers. Vous proposez aussi d'abaisser à 16 ans. Est-ce que des jeunes de 16 ans sont suffisamment mentalement prêts, formés, instruits pour décider de l'avenir du pays? Eh bien, j'ai commencé à militer quand j'avais 16 ans, donc je pense que oui. D'ailleurs, les jeunes sont préoccupés de leur avenir à des bonnes raisons. Souvent d'ailleurs mieux informés que des générations antérieures sur l'urgence climatique et les mesures qu'il faudrait y apporter. Si on regarde vos interviews, si on lit ce que vous dites, on sent poindre une certaine nostalgie du régime soviétique. Vous en faites souvent allusion. Est-ce que vous êtes un nostalgique du mur? Alors du mur directement, non. C'était lié à quand même un contexte très particulier disons, au début des années 50. Les États-Unis avaient vraiment pour plan de déclencher une guerre nucléaire, il faut savoir. Mais effectivement, je suis né en Union soviétique, la dernière année de son existence. Je suis retourné en été, j'ai vu quand on voit, c'est comme dans les manuels d'histoire, les images de l'Empire romain après les invasions barbares, les carcasses des bâtiments abandonnés, la campagne complètement sinistrée, les villes qui se vident. Là, à tous les points de vue, c'est une régression terrible. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2023, en Suisse, un peu regretter un régime autoritaire qui a fait des millions de morts? Disons, beaucoup de gens dans les pays anciennement socialistes regrettent beaucoup ce qu'ils ont perdu. Alors oui, au début, il y a eu des fautes graves, il y a eu des crimes, mais il y a eu un progrès social énorme. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas comparer avec la Suisse en 2023, il faut comparer à ce que c'était l'Empire tsariste. Et disons, l'ascension sociale pour des millions de personnes, une révolution culturelle, il y avait un début de construction d'une société vraiment nouvelle et différente de l'ancienne. Enfin, disons, évidemment, les gens ne regrettent pas tellement la période des années 30. Mais dans les années 80, c'était une société à bien des égards, enfin, non seulement beaucoup plus civilisée que celle qui était avant, mais qui était supérieure à la nôtre dans certains aspects, notamment sur les droits sociaux, la sécurité de la vie. Disons, perdre son travail, se retrouver sans logement, ça c'était impensable. Et ça, c'est quelque chose. Quel homme ou femme politique vous admirez? Quel est votre modèle en politique? Parmi les gens du passé ou ceux... Comme vous voulez. Mort, vivant, suisse, pas suisse? Bien, je dirais Fidel Castro pour avoir résisté face à l'empire maintenu, modèle socialiste d'ailleurs, avec une espérance de vie et des indicateurs de développement humain supérieurs qu'aux États-Unis, malgré le blocus, qui est quand même extraordinaire. Vous êtes aussi proche de la pensée de Karl Marx. Oui. C'est un modèle idéologique pour vous. Qu'est-ce qui vous attire dans l'idéologie de Karl Marx? Bien, c'est une explication scientifique du monde, de son fonctionnement, de ce qui ne va pas et pourquoi, et comment le transformer. En fait, quand j'avais vers 15 ans, je commençais à me poser des questions sur la société, sur le monde, et c'est vraiment dans les écrits de Marx que j'ai trouvé des réponses que je cherchais. Et par ailleurs, c'est la base idéologique du Parti du travail, ce qui n'est pas le cas de tous les partis politiques suisses. Tous n'ont pas vraiment une base idéologique avec des textes classiques qu'on étudie et qu'on cite. Mais... Si vous êtes élu le 30 avril, quelle serait votre priorité, votre première mesure forte pour Genève? Bien, ça dépend évidemment de la répartition du Conseil d'État. Si vous pouviez choisir une mesure? Bien, si je pouvais choisir une, ce serait l'initiative des jeunesses de gauche pour des TPG gratuits. Parce que, disons, c'est une mesure sociale, c'est une mesure écologique. Et enfin, les solutions à l'urgence climatique, ce n'est pas les solutions individuelles où chacun devrait faire attention à sa consommation, mais les solutions collectives. Il nous reste quelques minutes dans cet entretien. Quelles sont vos qualités pour ce poste de conseiller d'État? Bien, disons, certainement que j'en ai. Disons, j'ai, en partie grâce à mon action, le Parti du travail qui était dans un état très affaibli. Quand je suis arrivé, sans redevenir le grand parti qu'il était, se porte beaucoup mieux. Donc je pense que ça prouve que j'ai certaines qualités de leadership et d'analyse politique. Mais je dirais que la principale, c'est que je suis avant tout un homme de parti. Disons, j'ai adhéré par conviction. Et on connaît trop de gens qui se font élire à gauche et qui ensuite font une politique de droite, comme François Hollande qui dit « mon ennemi, c'est la finance » et ensuite il laisse Macron gouverner. Eh bien, je ne ferai... Au contraire, je ferai en sorte d'appliquer exactement le programme sur lequel j'ai été élu. Et quels sont vos défauts? Sans doute, si vous en avez?
Sans doute le manque d'expérience, j'ai jamais été élu, c'est une faiblesse, effectivement. En même temps, peut-être un regard neuf pourrait être intéressant aussi. Alexander Heneline, merci beaucoup et bonne campagne. Merci à vous.